Et notre invité ce soir pour l'entretien d'actu est Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l'IRIS. Il est l'auteur de 7 ouvrages géopolitiques de la Russie, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, publié aux éditions Erol et préfacé par Pascal Boniface. Un ouvrage riche visuellement, mais aussi très informatif sur la Russie d'aujourd'hui, son rapport au monde, à son rival américain, à ses voisins européens, à sa propre histoire et à son présent, marqué évidemment par la guerre en Ukraine, toujours aussi prégnante, toujours aussi présente aussi, malgré les espoirs d'un accord de paix. On fait le tour tout de suite de ces questions qui touchent finalement le monde entier, comme on a pu le voir depuis le début du conflit russo-ukrainien. Bonsoir Jean de Glignasti. Bonsoir. Alors avant de se plonger dans cet ouvrage, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité. Alors qu'on pensait la guerre en Ukraine un peu engluée à cause des positions fermes des deux partis, Volodymyr Zelensky s'est exprimé et a dit mardi dernier être prêt à négocier. On écoute le président ukrainien ainsi que la réponse du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Si cette configuration est la seule qui permette d'apporter la paix aux citoyens ukrainiens et de ne pas perdre des gens, alors nous prendrons part à cette rencontre tous les quatre. Réaction immédiate du gouvernement russe. Le fait d'être prêt doit reposer sur quelque chose. Jusqu'à présent, cela ne peut être perçu que comme des paroles vides de sens. Alors Jean de Glignasti, vous êtes surpris par ce revirement ukrainien? On avait l'habitude d'entendre des paroles assez fermes, assez tenaces de la part de Volodymyr Zelensky. En fait, non, c'est pas très surprenant dans la mesure où on sait que ça fait maintenant 1 an que les Ukrainiens sont soumis à une pression militaire considérable de la part des Russes. Ils se battent héroïquement, mais ils perdent du terrain en permanence. Et il y a un certain nombre de facteurs qui font que, en fait, l'Ukraine a intérêt maintenant à négocier. Il y a la pression de Trump, bien sûr. Il y a les défaites sur le terrain qui ne peuvent aller qu'en empirant. Il y a le fait que la population ukrainienne commence à en avoir assez. Parce que c'est une lourde épreuve pour elle. Et donc, en fait, je dirais que Zelensky, d'une certaine façon, doit être assez soulagé que Trump lui force la main, parce qu'il pourra dire « j'ai sauvé la nation ukrainienne », ce qui est vrai, « j'ai résisté ». Maintenant, il y a le méchant Trump qui m'oblige à céder. Donc, c'est pas de ma faute. Et donc, il est candidat à son renouvellement au pouvoir. Trump qui avait promis de résoudre ce conflit en 24 heures, à quel point est-ce qu'il peut vraiment transformer, changer les choses aujourd'hui? Est-ce que dans les négociations, on sait qu'il y a un aspect territorial notamment qui est très important pour les deux côtés? Est-ce qu'il est capable de faire céder l'Ukraine notamment sur certains aspects? Je crois que l'Ukraine n'a pas le choix. Le problème de Trump, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. L'Ukraine n'a pas le choix pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Et l'Ukraine ne peut pas continuer le combat sans l'aide américaine, militaire et financière à moindre degré, parce que l'Union européenne aide beaucoup aussi. Mais sans les Américains, d'ailleurs, Zelensky l'a dit, sans les Américains, on ne peut plus rien faire. Il l'a pratiquement dit en ces termes. Non, le problème de Trump, c'est plutôt la Russie. Parce que la Russie est en train de gagner. Elle a admirablement tenu le coup sur le plan économique. Elle a un taux de croissance de 4% en 2024, ce qui est quand même de 3,9, des poussières. Et donc, à la différence de l'Europe occidentale qui est en pleine crise, de l'Ukraine qui connaît les difficultés qu'on connaît. Donc, en fait, la Russie est relativement en position de force. Sur la question territoriale dont vous parlez, Zelensky a déjà annoncé, il y a à peu près 6 mois, 1 an, que dans le Donbass, il n'y a plus que des éclats d'obus et des villes en ruine, et que, en plus, les Ukrainiens ne seraient pas accueillis
favorablement là-bas, ce qui est vrai, parce que les pro-ukrainiens sont partis ou sont en prison. Il ne reste plus que ceux qui sont favorables au rattachement à la Russie. Et donc, on pourrait envisager de lâcher le Donbass dans des conditions dignes, en négociant, etc. La Crimée, c'est plus compliqué. Et évidemment, Kherson et Zaporizhia, qui sont des régions, des oblasts, qui ont déjà été annexés formellement par les Russes et qui sont dans la constitution russe. C'est-à-dire que constitutionnellement, Poutine ne peut pas les rendre. Il ne peut pas. C'est très compliqué. Ça fait partie du territoire sacré de la Russie. Sans parler de la Crimée qui était déjà... qui a un statut un peu particulier. Et donc finalement, c'est là que Trump va avoir des difficultés, c'est de convaincre les Russes. Mais quand on a entendu Peskov, que vous venez de montrer à l'instant, donc le porte-parole du Kremlin, en fait, ce qu'il veut dire, en disant il faut quelque chose de concret, avant de se réunir à 4... et en fait, ils n'ont pas tellement envie d'avoir les Européens, d'ailleurs, non plus, et les Américains non plus, d'ailleurs, il faut le dire. Hein. Mais ce que veut dire Peskov, c'est qu'il faut un accord entre la Russie et les États-Unis, puis après, on verra. C'est ça ce qu'il dit. Alors, l'économie russe, vous en parliez, l'évolution de l'économie russe fait partie des premiers points que vous abordez dans ce livre. On se souvient des mots de Bruno Le Maire qui disait vouloir provoquer l'effondrement de la Russie. Comment se fait-il qu'elle soit aussi solide, cette économie? Vous parliez de la croissance notamment. Parce que le monde occidental a fait une erreur d'appréciation considérable. Nous ne sommes plus dans le même monde qu'il y a 30 ans ou 40 ans quand on décidait des sanctions, d'ailleurs au Conseil de sécurité, donc dont la légalité est irréprochable, contre l'Afrique du Sud. Là, le monde entier était d'accord, et finalement, c'est le seul cas répertoriés où les sanctions ont fonctionné. Mais la situation a bien changé depuis. Elle a changé en ce sens que nous sommes vraiment dans un monde multipolaire. Et que dans ce monde multipolaire, il y a des pôles de puissance qui n'étaient pas comparables il y a 20 ou 30 ans. Et donc la Chine, à elle seule, la puissance technologique, la puissance militaire, la puissance économique, suffisante pour remplacer ou se substituer aux Occidentaux. Donc, à partir du moment où il y a la Chine, l'Inde, et ce qu'on a appelé, ce que les Russes, dont la diplomatie est très habile, à qualifier de Sud global, et dont le seul point commun, c'est de ne pas appliquer les sanctions contre la Russie, ce Sud global, il suffit à la Russie pour survivre et pour avoir des taux de croissance importants. Alors, les Européens sont très inquiets, donc on l'imagine, puisqu'ils ont totalement soutenu l'Ukraine ces dernières années. Emmanuel Macron tenait un discours encore offensif l'année dernière. On va l'écouter, c'était avant l'élection de Donald Trump. La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Et quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici ou les peuples. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. De la même manière, je pense qu'il est très important de tout faire pour bâtir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et j'espère que le traité de paix pourra être signé. Et au fond, notre paix, notre sécurité, elle s'inscrit si nous, Européens, nous savons dire nous ne voulons plus d'impérialisme et nous ne voulons plus de révisionnisme des frontières sur notre continent. Et ce message est fondamental. Et c'est vraiment un message d'intérêt. Jean de Glignassi, est-ce que les Européens, Emmanuel Macron, ont vraiment fait une erreur de calcul ou cette guerre a servi d'une certaine façon un intérêt, c'est-à-dire affaiblir la Russie et limiter sa capacité à se projeter sur les territoires européens notamment on vous laisse couper la sonnerie. Mais est-ce qu'il y a eu, au-delà de cette erreur de calcul, une tentative d'affaiblir finalement la Russie indirectement en passant par l'Ukraine? Je crois que les Européens avaient intérêt à ce que cette guerre ne se déclenche pas.
C'est pour ça qu'ils ont essayé à plus de 3 reprises, enfin 2 reprises en tout cas, tout de suite après Maïdan avec les accords de Minsk en 2015, d'empêcher le déclenchement de cette guerre. Ça a été raconté notamment par Angela Merkel. Ça a été raconté, encore quand Angela Merkel a fait l'énorme erreur de de disqualifier ses propres efforts en disant, en gros, oui, on a roulé les Russes, on voulait gagner du temps pour que l'Ukraine s'arme et puisse résister. Mais c'est pas le cas. À l'époque, on était en février 2015, tout le monde croyait qu'on avait une chance d'éviter le développement du conflit et de faire la paix, y compris François Hollande à l'époque. Donc l'Europe avait compris, et l'Allemagne surtout, qui dépendait du gaz russe, que cette guerre serait un désastre. Alors maintenant, une fois que la guerre a commencé, tout le monde s'est concentré sur un objectif principal qui était d'éviter l'effondrement de l'Ukraine. Donc tout le monde a concentré ses efforts dans la mesure où un effondrement de l'Ukraine aurait été justement le scénario que décrit le président de la République, c'est-à-dire un ennemi à nos frontières. Une fois que le scénario a été évité, si je puis dire, donc l'Ukraine, grâce à Zelensky, il faut le dire, a résisté en tant qu'entité nationale. Elle a fondé, c'était un pays quand même assez diversifié, une mosaïque de citoyens d'origine différentes qui parlaient les uns les Russes, les autres l'Ukrainien, etc. Mais l'agression russe, parce qu'il faut dire le mot, finalement a unifié le peuple dans une espèce de cohésion nationale qui a introduit un facteur vraiment nouveau. Il y a une Ukraine, vraiment. Alors après, il y a eu les hauts et les bas de la guerre. Au début, on a cru, c'était en septembre 2022, que la Russie allait perdre. C'est-à-dire que les troupes ukrainiennes, qui avaient lancé une brillante contre-offensive, avançaient vers la Crimée et risquaient de reprendre la Crimée. En tout cas, avaient des chances raisonnables. C'est le moment où les Américains sont affolés en disant les Russes vont utiliser l'arme nucléaire tactique. Et c'est le moment où les propos de Macron, c'était ne pas humilier la Russie. Parce qu'effectivement, on est obligé de reconnaître que si les Ukrainiens étaient rentrés en Crimée, le conflit prenait une dimension différente. La Crimée avait déjà été intégrée dans le territoire russe, constitutionnel, donc à défendre à tout prix. Puis ensuite, ce sont les Russes qui ont gagné. Et quand les Russes ont commencé à gagner, petitement, en grignotant le terrain, à ce moment-là, l'inquiétude, c'était un effondrement de l'armée ukrainienne. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Et un effondrement de l'armée ukrainienne, c'est un effondrement du type de celui de l'armée allemande en 1918. L'armée allemande avait réussi 3 mois avant une offensive quasi victorieuse qui a été arrêtée de justesse. Et 3 mois après, le front s'est effondré parce qu'il y avait une pression générale des troupes françaises, que les Américains arrivaient, qu'il y avait les chars. Et donc le front s'est effondré. L'Allemagne a perdu la guerre en 15 jours. Et donc ça, c'est aussi une inquiétude. Donc c'est ce qui explique les propos du président de la République. C'est-à-dire que maintenant, l'Ukraine est elle-même en position de faiblesse. La question n'est pas d'humilier la Russie, la question est de permettre à l'Ukraine de survivre à la fois comme un État tampon face à la Russie et disons que l'Ukraine a mérité dans le sang d'exister en tant qu'entité nationale. Donc je suis moins critique. Ces propos que vous avez montrés sont souvent critiqués en disant le président a varié dans ses déclarations. Mais il y a une certaine cohérence. D'ailleurs, il n'a pas dit il n'a pas dit il faut que la Russie perde. Il a dit il faut empêcher la Russie de gagner. Empêcher la Russie de gagner, ça veut dire empêcher la Russie de prendre Kiev. Voilà. Mais de fait, aucune voie de négociation n'était à l'ordre du jour à ce moment. Il n'y avait pas de discussion possible. C'était battre la Russie sur le terrain militaire. En tout cas, l'empêcher de gagner, comme il l'a dit lui-même. Vous avez raison. Vous soulevez une question importante qui m'est arrivé de soulever à de nombreuses reprises. On peut très bien concevoir que la France, comme le président de la République a tenté de le faire, prenne la tête de la défense de l'Ukraine face à l'agression russe. Mais il fallait marcher sur 2 jambes. Il fallait prendre la tête aussi d'une offensive diplomatique cohérente, réfléchie, organisée, qui aurait permis tout en s'appuyant sur les efforts de soutien à l'Ukraine, d'enclencher un processus de paix. Maintenant, c'est fini. Le processus de paix, c'est Trump, Poutine.
Et l'Europe ne fait que de la figuration. Alors, l'Europe ne fait que de la figuration, mais il y a quand même une question qui reste problématique du point de vue russe, c'est la présence de l'OTAN à ses frontières. Est-ce que il faudra aussi donner pour l'Europe des garanties, du moins pour l'Alliance Atlantique, des garanties à ce niveau? Dès Biden, et a fortiori Trump, les Américains ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors on peut dire que même Trump ne veut pas de l'OTAN tout court. Enfin bon, mais en tout cas, pas d'Ukraine dans l'OTAN. Donc s'il y a des garanties, ça sera des garanties en dehors de l'OTAN. Les Russes ont dit qu'ils ne voulaient pas de garantie de pays membres de l'OTAN, même si ce n'est pas l'OTAN en tant que tel. Donc la question des garanties, elle est cruciale. Qui va pouvoir garantir un accord de paix? Zelensky, lui, demande que ça soit absolument l'OTAN. Et qu'il a même dit que si l'Ukraine n'était pas acceptée comme membre de l'OTAN, il faudrait qu'elle envisage de se doter d'armes nucléaires. Seule garantie ultime pour son indépendance et sa survie. Donc la discussion sur les garanties sera le cœur, plus encore que la question territoriale, de la négociation en cours. Mais il y a des possibilités. Il y a eu des négociations à Istanbul, c'était en avril 2022, et la question des garanties était au cœur du sujet, bien entendu. Et à un moment, il était question de mettre les membres du Conseil de sécurité, donc l'ONU, responsable important de la stabilité mondiale. Simplement, les Ukrainiens ne voulaient pas des Russes parce qu'ils disaient qu'ils vont bloquer la mise en œuvre des garanties en cas d'offensive. Et donc, ça n'a pas marché. Et puis, à l'époque, des pays qui étaient sollicités, en tout cas bilatéralement entre Russes et Ukrainiens, comme l'Allemagne, n'avaient pas été consultés, donc l'Angleterre non plus. Donc, c'est clair que la question des garanties va être cruciale. Mais on peut mettre la Chine, alors il ne sera pas très content, donc Trump n'en voudra pas. On peut mettre des pays tiers, mais il faut que ce soit des pays qui ont un poids et une autorité internationale suffisante. C'est très compliqué. C'est le cœur de l'opération, étant entendu que ni les Russes, qui ont répété ça depuis 30 ans, ils ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN, ni les Américains, qui pour d'autres raisons ne veulent pas d'Ukraine dans l'OTAN, ne veulent que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Donc le lot de compensation, ça sera l'Union européenne, bien entendu, c'est le rôle qu'elle joue souvent. Alors, est-ce que depuis 2022 et le déclenchement donc de cette guerre, est-ce qu'il y a eu un renforcement du discours anti-occidental? Vous parlez d'une nouvelle idéologie anti-occidentale dans ce livre. Oui. Vous parliez aussi tout à l'heure du Sud global qui a été mobilisé quelque part par ces accents. Est-ce que c'est un levier de la nouvelle politique, la nouvelle diplomatie russe? Oui, vous avez raison de faire le lien, car il y a un lien entre la mise en exergue, entre guillemets, des valeurs traditionnelles, etc., et de la mobilisation du Sud global contre les sanctions. Et si possible, à l'appui des positions diplomatiques de la Russie, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, pour les sanctions, ils sont tous d'accord, ils n'en veulent pas. Le lien est le suivant, c'est-à-dire que la Russie, sous Medvedev, était un pays en voie d'occidentalisation des esprits. Donc en voie assez rapide. Donc il s'est passé un certain nombre de choses, la crise syrienne, la crise libyenne, les manifestations qualifiées toutes de révolution orange, et donc qui a conduit à un durcissement, à l'éviction de Medvedev, qui était président pendant la période intérimaire où Poutine ne pouvait pas se présenter, et l'arrivée de Poutine comme candidat présidentiel et comme président. À partir de là, le durcissement de la situation intérieure russe a été immédiat. Le vote de la loi sur les étrangers, donc les agents de l'étranger, qui permet de qualifier, alors d'abord c'était les ONG, les associations, puis ensuite ça a été les médias, puis après ça a été de simples individus. On les qualifiait d'agents d'étrangers sur simple décision administrative. Et donc, alors après, c'est une liste établie par le ministère de la Justice. Mais enfin bon, et une fois que vous êtes sur la liste des agents d'étrangers, c'est la croix et la bannière pour ne plus l'être, se faire rayer de la liste. Et donc, on a des ennuis en permanence. Il faut qualifier, vous prenez la parole dans un journal, il faut dire
moi, un agent de l'étranger, j'estime que, enfin, les médias, la même chose. Donc ça a été dès mai-juin, à l'époque c'était 2012, et donc dès le début de l'arrivée de Poutine, il a pris les choses en main. Et il a pris les choses en main sur le plan des mœurs aussi, on l'a vu très bien, s'appuyant sur l'Église. Et donc il a dit finalement, le monde occidental est un monde décadent, regardez le mariage pour tous, l'adoption des enfants par des couples homosexuels, etc. Et dans un premier temps, c'était plutôt à usage interne. Mais après l'invasion de l'Ukraine en 2022, il a compris que ces thèmes traditionnels avaient énormément d'impact dans le monde musulman, en Afrique et en Amérique latine. Et donc il a utilisé ce qui était, je pense, le résultat d'une analyse de politique intérieure au départ, et qui était une façon aussi de se positionner face à l'Occident, entre guillemets, décadent. Il a utilisé ça comme un moyen diplomatique, et en fait, ça a marché. Aussi parce que cet Occident décadent présenté de cette façon avait, pour ainsi dire, ses propres contradictions, que ce soit dans la façon de gérer le droit international, ou alors les parallèles, les deux poids, deux mesures dans le traitement de ses adversaires ou de ses alliés à l'international. J'aimerais qu'on écoute justement à ce sujet Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale en France, sur le parallèle entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine. Le pape qui dénonce l'arrogance de l'envahisseur en Palestine et en Ukraine. Comment le recevez-vous? L'arrogance d'Israël et l'arrogance des Russes. Ouais, moi, alors, Israël n'est pas un envahisseur au sens où la Russie a envahi l'Ukraine. On n'est pas du tout dans la même situation, ni géographique, ni géopolitique. L'Ukraine a été agressée par la Russie. Israël a été agressé par un groupe terroriste qui est le Hamas le 7 octobre. C'est important de voir quels sont les faits générateurs et voir comment s'inscrivent les faits tels qu'ils se déroulent aujourd'hui. Ne confondons pas tout parce qu'on risque d'avoir une appréciation qui n'est pas la bonne. Jean de Glignasti, il y a ce genre de sortie médiatique, il y a la façon dont cet Occident traite ses adversaires idéologiques, disons-le ainsi, qui est toujours en décalage avec la complaisance accordée à ses partenaires. On parle notamment de Benyamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, comme Vladimir Poutine, mais pas traité de la même façon. Ouais, c'est assez juste. Le Sud global a reproché à la Cour pénale internationale, dont il était d'ailleurs un des avocats, un des constructeurs, appuyé d'ailleurs sur beaucoup d'ONG, d'associations, mais il était un des supporters les plus solides. Et puis en fait, quand on regarde au bout de... donc le statut de Rome, il a été voté, ça devait être en 2000... oui, ça devait être 1999, 1900... voilà, dans ces eaux-là. Et ce statut de Rome, qui a été considéré comme un aboutissement de la civilisation, si je puis dire, des relations internationales, permettant d'incriminer des assassins, des génocidaires, etc. Donc tout le monde s'est réjoui. Puis en fait, au bout de 20 ans de plus d'activité, en fait, on se rend compte que seuls ont été inculpés des Africains et des Arabes, sauf Poutine, qui a été inculpé en une semaine. Et puis, pour sauver la crédibilité, enfin, 3 semaines, et pour sauver la crédibilité de la Cour, la Cour a inculpé Benyamin Netanyahou. Et là, un État, moi je le regrette beaucoup, un État comme la France a dit « Ah oui, mais Israël n'avait pas reconnu la Cour pénale, donc la Cour pénale ne lui est pas applicable, et donc si M. Netanyahou vient en France, il sera accueilli. » Il aura l'immunité. L'immunité. Et alors, le problème, c'est que la Russie n'a pas reconnu non plus la Cour pénale. Mais il n'est pas question d'accorder l'immunité. Donc j'ai peur que cette histoire soit le dernier clou dans le cercueil de la Cour pénale internationale, et ça sera vraiment très dommage. Alors maintenant, évidemment, Trump continue à démolir le peu de structure qu'on avait pour
défendre les droits de l'homme, etc., qui était le Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Donc les États-Unis vont s'en retirer. Et donc c'est sûr qu'on assiste à une brutalisation des relations internationales, dont l'invasion de l'Ukraine est une étape importante. Hein. Mais ce que dit Madame Braun-Pivet n'est que partiellement exact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'invasion récente, si je puis dire, des territoires occupés par Israël. Enfin, ils sont occupés depuis 1967. Donc, ce sont des territoires occupés d'un côté, et la guerre dont les épouvantables événements du 7 octobre ont illustré, disons, la violence, la cruauté. Cette guerre, elle a commencé en 1967, en fait. Hein. Donc, et ça va, j'allais dire, de mal en pis avec les événements de Gaza. Donc, comme je disais, on assiste à une brutalisation épouvantable des relations internationales. Et je le regrette beaucoup. Alors, la société russe dans tout ça, comment elle perçoit les choses? Elle perçoit aussi le rapport de la Russie, les nouveaux rapports de la Russie assez conflictuels avec le monde occidental. Elle adhère. On voit aussi qu'il y a quand même une voix plutôt discordante. On se souvient d'Alexeï Navalny qui a été tué par ce pouvoir, par ce régime qui, on doit le dire, n'aime pas la contradiction. Est-ce que ça joue aussi dans l'adhésion de cette société russe? Alors, il y a deux choses. Il y a une minorité qui est profondément libérale au sens politique du terme, mais elle est d'ailleurs souvent aussi libérale au sens économique du terme. Cette minorité, c'est celle des villes, c'est celle de ceux qui font des affaires, de l'industrie, du commerce. Ce sont souvent les chercheurs qui ont besoin, par exemple, le Kremlin vient de décider qu'on ne pourrait plus nouer des contacts avec des laboratoires étrangers sur des projets, quand on est un chercheur russe, sans une autorisation du KGB, enfin des services de sécurité. Inutile de vous dire que ça étrangle radicalement toutes les recherches. Il y a énormément de savants russes qui ont été emprisonnés et accusés de trahison parce qu'ils ont eu des contacts avec des chercheurs étrangers. Alors quand on connaît un peu la science, on sait que la science est née des contacts et qu'évidemment il ne faut pas tout dire, mais il faut dire suffisamment pour entretenir un dialogue. Donc ça fait beaucoup de choses. Ces gens-là sont libéraux. Bon, mais c'est une minorité. Et l'autre aspect majeur, c'est que le gouvernement russe, le Kremlin, a réussi à convaincre une écrasante majorité des Russes que la guerre en Ukraine était le résultat d'un complot de l'Occident collectif. Et l'Occident collectif, c'est ceux qui veulent du mal à la Russie. Et donc, à ce moment-là, il a suscité, dans une certaine mesure, un réflexe patriotique et légitimiste autour des autorités en place. Et donc, en fait, il s'en est très bien tiré, le président russe. Et donc, il a peut-être pas les chiffres incroyables des élections quand il a plus de 80%, mais je pense vraisemblable qu'il ait plus que 50% de Russes qui l'appuient. Alors, l'affrontement entre occidentaux et russes s'est déporté ailleurs dans le monde, sur le continent africain, au Sahel notamment, où la France a été éjectée, et d'où la France a été éjectée. En même temps, la collaboration, les liens de coopération entre les pays du Sahel et la Russie sont de plus en plus accrus. On a vu aussi le fait que Wagner, Africa Corps, dorénavant, intensifie ses activités. Ce sera cela dorénavant les terrains de lutte diplomatique internationale? Oui. Alors, cela dit, j'allais dire, du point de vue français, il ne faut pas dramatiser. Au moment des indépendances, vous aviez une grande partie des régimes africains qui venaient d'accéder à l'indépendance qui étaient passés du côté soviétique. Il y avait le marxisme-béninisme au Bénin, il y avait le Congo-Brazzaville, mais qui restait quand même très marqué par l'influence française, il faut le dire. Oui, mais
quand même. Parce qu'on sait que c'était pas une décolonisation totale et qu'il y avait encore un poids, une influence française présente. La France a repris du terrain après, face aux soviétiques. Mais il y avait... Alors, c'était pas l'Angola où il y avait 30 000 Cubains et 10 000 Soviétiques. Mais non, il y avait une option idéologique qui avait été prise, que la France aurait pu empêcher. Elle l'a fait parfois par des moyens détournés. Mais en gros... Et en fait, ces pays, au bout d'un certain temps, sont revenus à l'économie libérale et à des relations apaisées avec la France, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, au début, en tout cas. Là, maintenant, il y a d'abord le fait que la France a maintenu des bases beaucoup trop longtemps alors que ça ne correspondait pas à un besoin. Il y a le fait que, curieusement, la présence économique de la France a beaucoup baissé. Elle est beaucoup plus grande, finalement, en Allemagne, en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud qu'en Afrique francophone. Et puis, il y a la maladresse de la diplomatie française qui est menée par des militaires et pas par des diplomates. Les militaires, c'est une autre façon de penser. Et en général, c'est un peu moins respectueux de la souveraineté des États dans lesquels... La maladresse politique aussi d'Emmanuel Macron. Et la maladresse politique, en effet. Alors, cela dit, d'abord, il faut voir que Wagner n'a pas enregistré beaucoup de victoires militaires. Ils ont été battus au Mozambique, ils ont été battus en Libye, ils ont été battus au Soudan, en tout cas l'affaire n'est pas terminée, mais ils ont subi de gros échecs. Et il y a à peine 3 mois, à Timzawaten, il y a une colonne de Wagner qui a été exterminée par les rebelles Touaregs islamisés. Ils ont perdu 84 hommes, c'est beaucoup à l'échelle d'une équipe de mercenaires. Donc déjà, en termes de sécurité, je ne suis pas sûr que la performance de Wagner soit si importante que ça, dans la mesure où les Français, quand même, assuraient un minimum. On les a accusés de ne pas avoir éradiqué complètement les maquis islamistes. Sur un territoire qui fait 5 millions de kilomètres carrés, c'était un peu difficile, mais en tout cas, ils ont sauvé l'essentiel. Et la situation n'est pas particulièrement différente. Enfin, la situation n'est pas pire aujourd'hui au Sahel avec à la fois la coopération des États du Sahel et de Wagner qu'elle ne l'était quand la force Barkhane. Au Mali, si. Si, au Mali, pire. En tout cas, il y a... Tombouctou a été repris par les maquis islamistes, enfin Touaregs. Et je crois qu'ils s'en sont retirés. Mais s'il y avait eu l'armée française, ils n'auraient pas pris Tombouctou. Et puis par ailleurs aussi, il y a des difficultés entre le Mali et l'Algérie sur le rôle de Wagner. Car les Algériens jouent un rôle à juste titre. Enfin, en tout cas, ils estiment qu'ils ont un rôle important dans le maintien de la paix dans la zone sahélienne. Et le fait d'avoir les milices de Wagner qui se promènent, ça fait pas non plus, alors que l'Algérie est quand même plutôt un allié de la Russie, ça fait pas les affaires de l'Algérie. Donc moi je crois que la balance reviendra à l'équilibre. Il y a une chose qui m'a frappé, puisqu'on parle de l'Afrique, c'est l'histoire du franc CFA. Alors, il s'appelle encore le franc CFA, on aurait dû l'appeler l'euro, je sais pas quoi, l'éco. Mais tous ces régimes disent on va sortir du franc CFA. Tous, même y compris ceux qui ont de très bonnes relations avec la France et qui veulent simplement que les troupes françaises s'en vont. C'est le cas de Sonko au Sénégal. Puis ensuite, ils font leurs calculs. Ils regardent, parce qu'ils ne sont pas idiots. Et donc, le thème du franc CFA est un thème très populaire, un petit peu démagogique quand même. En fait, la Russie gagne, l'Afrique gagne au franc CFA dans la mesure où les fonds sont déposés maintenant dans une banque africaine. À un moment, ils étaient déposés à la Banque de France. Là, on pouvait se poser la question. Mais les fonds de garantie sont maintenant déposés à la BCAO, c'est-à-dire la Banque centrale d'Afrique occidentale. D'autre part, ça permet une stabilité de la monnaie. Ça permet d'importer les intrants, parce que la monnaie... Le seul défaut du franc CFA, c'est que cette monnaie est peut-être un peu forte
et que donc elle rend plus difficile les exportations africaines, parce qu'une monnaie forte, ça fait que c'est cher. Mais vous savez qu'il y a aussi un fonctionnement encore néocolonial et que le fait que ce soit rattaché... Honnêtement, sur le franc CFA, non. C'est toujours attaché à l'euro et non à un panier de devises comme c'est proposé par tous ces pays qui on serait tout à fait d'accord que ce soit un peu plus décentralisé, un peu moins concentré vers la France. Il n'y a aucun problème, simplement ils n'arrivent pas à se... Pour tout vous dire, il y a beaucoup de gens en France depuis longtemps qui veulent se débarrasser du franc CFA. Peut-être à l'échelle politique, ça s'est fait un peu dans la douleur quand même. Revenons quand même sur la Russie. Il y a une question d'image peut-être qui a joué parce qu'il y a des nostalgiques d'une période ancienne. Mais la France ne lèvera pas le petit doigt pour soutenir le franc CFA. Moi, je ne crois pas. La Russie, quand même, militairement parlant, ça reste une puissance importante. On la pensait affaiblie par cette guerre en Ukraine. Vous dites c'est 5% du PIB, les dépenses militaires. Elle reste une puissance militaire de premier plan malgré cette guerre un peu par procuration contre l'OTAN. Oui, c'est une puissance de premier plan. D'abord parce que les Russes sont de bons soldats. Les Soviétiques étaient de bons soldats, et d'ailleurs les Russes s'en rendent compte face aux Ukrainiens qui sont aussi de très bons soldats. Donc c'est des gens qui savent se battre. Ensuite, ils ont développé des matériels assez simples. Ils ont acquis très vite, après les premiers échecs, une expérience dans les drones, où les Ukrainiens sont exceptionnels, mais les Russes sont montés très vite en puissance et ont su s'adapter. Et donc, ils ont une armée qui est vraiment très puissante. Cela dit, il faut raison garder. Le budget américain de la défense en 2023, c'était 920 milliards de dollars. 920 milliards de dollars. Et la Russie, c'était de l'ordre de 120. La Chine, 200. Donc, et 120, j'ai l'impression que je gonfle un peu. Donc, c'est pas comparable, restent bien sûr. Quand même. Donc, alors, il y a le thème récurrent qui dit que la Russie elle va reprendre souffle s'il y a une paix, et puis ensuite elle attaquerait en 2028. Attaquerait qui? L'OTAN? Tant qu'il y a un article 5 de l'OTAN et que Trump ne veut pas l'annuler, je crois qu'ils hésiteront, et je pense que Trump n'acceptera pas la défaite considérable que représenterait la perte d'un pays européen de l'orbite occidentale. Merci beaucoup, Jean de Glignasty, ancien diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie et auteur de ce livre Géopolitique de la Russie, un livre très intéressant qui se lit assez facilement puisqu'il est illustré par des fiches. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télévision.